Je me présente tout d'abord avec mon prénom, puis après je vais vous donner mon nom de famille parce que je vais essayer de vous pousser un peu. Je m'appelle Clarisse et je viens d'un pays qui a été beaucoup cité ici, mais que je vois pas de représentants. Peut-être il y a quelqu'un caché, j'ai pas encore vu. Mais d'entre tous ceux qui ont parlé, il y en a eu 6 qui ont parlé de mon pays et c'est pas un pays francophone. Donc ça fait déjà un point. Après, mon pays, c'est le deuxième pays au monde où il y a la plus grande immigration japonaise. Bah, c'est la plus grande immigration japonaise au monde. Il y a plus de Japonais là-bas que n'importe où, sauf au Japon. C'est le pays qui a reçu la première immigration suisse. Oui, les Suisses sont les premiers qui sont immigrés vers mon pays. Ils ont fondé un village. Oh, c'était aussi un pays qui a attiré beaucoup l'attention de la France depuis sa colonisation. Mais là, c'est pas un pays francophone. Vous imaginez peut-être d'où je viens? J'ai, voilà, voilà, je viens du Brésil. C'est un pays formé par l'immigration, un pays qui a attiré beaucoup l'attention de la France et qui a été beaucoup attiré par la France aussi. Notre système universitaire a été fondé en 1930 par rapport au système universitaire français. Donc on a reçu des professeurs français pour les Vice-Roses, si on prend là toutes les historiographes aussi pour faire les universités brésiliennes, donc c'est là. Euh, puis pour entrer dans les universités brésiliennes, il fallait apprendre le français. Et quand je suis entrée à l'université, on vivait un moment qui était tout à fait le contraire. La France, elle perdait en fait son importance pour le Brésil. Et ça m'attirait beaucoup l'attention parce que mon papa étant secrétaire de l'Institut des lettres, j'ai vécu en regardant des cartes de la France partout. Et j'imaginais que la France était le premier pays au monde et tout ça. Et en 2001, je suis venue pour la première fois en France. J'ai vécu à la cité universitaire. Et c'était pour moi quelque chose de très étonnant parce que j'ai habité dans un environnement où tout le monde était digne de se parler, où on devrait apprendre la culture du monde et qui avait beaucoup de sens pour la diplomatie culturelle. C'est là que j'ai dit je vais faire relations internationales comme cours. J'ai été en cours des relations internationales et pendant mon cours, c'était 2005, l'année du Brésil en France. Et c'était là que la diplomatie culturelle a pris son essor au Brésil. À cause de la saison brésilienne en France, on a pu adapter la saison pour la Europalia en 2006, l'année du Brésil en Allemagne, au Portugal, en Italie, je peux encore vous dire quelques pays. Ça a fait beaucoup de changements. Par contre, comme vous voyez, je pense que je suis la seule brésilienne ici. Donc ça dit beaucoup aussi sur la diplomatie culturelle brésilienne. Et il n'y a pas de centre culturel brésilien ici. Et la Maison du Brésil devait représenter un centre culturel brésilien, mais ça ne représente pas. Moi, j'habite à la Maison du Brésil et je regarde, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour pousser un peu la diplomatie culturelle? Quand j'ai dit que j'allais faire un doctorat en diplomatie culturelle, que je voulais étudier l'histoire de la diplomatie culturelle Brésil-France, on m'a dit, laissez tomber, faites quelque chose d'autre. Mais sur la diplomatie culturelle, les Français ont déjà beaucoup écrit, ils savent tout.
Moi, j'ai dit, mais je ne veux pas savoir de la diplomatie culturelle française, mais les rapports entre la diplomatie culturelle française et les rapports et la diplomatie culturelle brésilienne. Et on m'a dit, non, faites quelque chose d'autre, étudiez les briques, étudiez quelque chose d'autre. Et non, moi, j'étudie ça. D'abord, si j'ai dit ça, c'est parce que le futur rôle, pas seulement de la diplomatie culturelle, mais de la francophonie, on a vu un autre sens aussi au Brésil. Quand la France a mis l'année du Brésil en France, on a eu un changement. Et si les Français disparaissaient du Brésil, là, il est à nouveau revenu. Et il y a eu un intérêt très très grand par rapport à la diplomatie culturelle française. Il y a eu aussi un intérêt très très grand à des étudiants de venir en France, et pas seulement du côté des sciences sociales qui étaient déjà très bien connues, mais de toutes les technologies. Donc ça a fait beaucoup de changements aussi. Si on regarde aussi les universités, elles reçoivent de plus en plus des étudiants qui veulent apprendre le français. Donc ça change. Et ils veulent apprendre le français, mais pas seulement pour travailler avec les Français en France, mais aussi pour aller en Afrique, parce qu'il y a les étudiants africains qui partent au Brésil et qui viennent des pays francophones et qui nous apprennent beaucoup sur notre culture, sur la culture brésilienne. Donc là, ça fait beaucoup de changements. Je ne sais pas si on aura vraiment l'esprit pour changer toutes les guerres et tout ça, mais c'est vrai, c'est que là je reprends la phrase de M. Sloma, le partage d'une langue, c'est un extraordinaire raccourci sans qu'on puisse revenir en arrière, mais aussi le partage d'une langue, ça fait qu'on connaisse les autres de plus en plus mieux. Et là, je pense que c'est symposium que j'ai eu le plaisir d'être là en regardant. C'était super pour moi, pour ma thèse tout d'abord, parce que là, je vais prendre des feuilles pour écrire tout ce que vous avez dit, mais aussi pour comprendre pourquoi il y a 14 ans, j'étudie les relations internationales pour comprendre la diplomatie culturelle. Et j'ai fait mes études en Suisse, je suis revenue au Brésil, parce qu'en France, quand j'ai dit je vais faire sur la diplomatie culturelle brésilienne, ils ont dit non, étudiez, faites un parcours d'un ministre ou quelqu'un qui est allé étudier en France. Non, c'est pas ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour l'intervention. Est-ce qu'il y a une dernière intervention, question? Ok, d'accord. Alors, je voudrais lui dire bravo pour une Portugaise qui s'exprime en français, c'est très bien. Voilà, oui, je la pique un peu. Mais bon, sachez qu'en France, il y a un grand établissement qui s'appelle le CNAM, qui a été fondé par l'abbé Grégoire, qui permet à tout un chacun, à tout humain, justement, de pouvoir s'élever à travers l'acquisition des connaissances et savoirs dont il n'a pas au départ. Et justement, je dirige une chaire au labo qui accepte pratiquement tous les sujets. Je suis un peu surpris d'entendre qu'on vous ait dit on ne vous prendrait pas en doctorat. Ça, c'était pour la petite histoire. Alors, sur le fond, ça va être une contribution. Je n'ai pas de question cette fois-ci. Pour moi, aujourd'hui, la diplomatie culturelle, pour qu'elle ait du sens, devrait être un cluster. Elle est victime de ses propres institutions qui souffrent d'un cloisonnement et surtout d'une absence, je ne parlerai pas de ressort, mais de ressources propres
capable de se projeter sur les différents territoires. C'est un premier problème. La seconde chose qui me semble très important à mes yeux, dans culture, je dirais toujours, la culture est un tout. Et dans ce tout, il y a un 1. Et ce 1, c'est l'économie. Aujourd'hui, le secteur qui va exploser est le tourisme. Or, au niveau du tourisme, on peut faire beaucoup de choses. On peut arriver à générer ce que j'appelle de la main-d'œuvre à haute intensité dans les pays où les tensions sociales sont telles que ces exutoires peuvent être justement des vecteurs pas de paix, mais d'acceptation de l'autre. Et à partir de là, on peut pouvoir construire, je dirais, des avenirs possibles ensemble. Si ce symposium sert à quelque chose, je serais très ravi que nous puissions, moi en tant que chercheur, je dirais, nous pencher sur les questions de fond, et sur ces, sans a priori et sans autre quelconque, pour que ça puisse servir à quelque chose. Parce que franchement, les besoins, les demandes sont telles qu'aujourd'hui, l'OIF devrait être, je dirais, l'endroit où l'on vient se servir pour faire. Or, ça n'est pas... Monsieur le directeur, vous disiez que par la communication, on pouvait arriver à la paix. Ça, c'est sûr, c'est évident. Et nous, artistes, nous préparons l'Opéra de la paix, un opéra pour tous. Et du pays des droits de l'homme, notre colombe ira dans de nombreux pays et lâchera son rameau d'olivier dans tous les coins du monde et les plus démunis surtout. Voilà. L'Opéra de la paix, Cosmos, l'Opéra des Trois Lumières, qui a été donné sous le globe du CERN de Genève, des extraits, ensuite à l'UNESCO d'autres extraits, et là on finalise avec l'envol de notre colombe. Voilà. Merci, ok. Le dernier, et après je donne la parole encore à Pana, s'il vous plaît. Bonjour, Valérie de Foin, je suis responsable musique d'un programme qui s'appelle Afrique et Caraïbes en création au sein de l'Institut français, qui est l'Institut français qui est l'opérateur culturel du ministère français des Affaires étrangères, ancienne AFA, qui a donc organisé entre autres l'année croisée Brésil-France. Déjà, je suis ravie de participer à cette rencontre. J'avais envie d'apporter une petite contribution de mon expérience, puisque ça va faire bientôt 20 ans que je travaille au quotidien dans une relation de ce qu'on appelle la mission coopération avec les pays du Sud de la diplomatie culturelle extérieure française. Quand je dis le Sud, c'est plus l'Afrique et la Caraïbe. Monsieur, tout à l'heure, dont je n'ai pas noté le nom, mais vous avez fait pas mal de remarques que j'ai trouvées très pertinentes, monsieur du think tank Alpha. Je pense qu'effectivement, si on veut réfléchir à une francophonie 3.0 ou à une diplomatie culturelle 4.0 et 5.0 sur ces territoires-là, on ne pourra pas faire l'économie d'écouter ce que nous dit la société civile, en particulier les créateurs, les producteurs de culture, si on ne tient pas compte des nouveaux modes de production culturelle, des nouveaux modes de consommation culturelle. Contrairement à ce que vous pensez, je crois que le gros secteur d'enjeux culturels à vocation économique, ce sont les industries culturelles. Parce qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure quand on a traité des médias, mais on n'a pas parlé du tout du numérique et de tout ce que le numérique ouvrait comme opportunité en Afrique en termes de production, de prise de parole, d'expression de la société civile. Et je pense qu'avec en plus le développement des nouvelles technologies mobiles, 4G, bientôt 5G, les grandes opportunités économiques se tournent vers ces territoires-là. Si aujourd'hui, la francophonie doit être l'instance qui apporte vraiment un plus au-delà de la question de la langue, je pense que c'est vraiment dans la promotion
des cultures produites au sein de ces territoires-là, de la diversité des cultures produites au sein de ces territoires-là, et de la mise en partage de ces cultures dans tous les territoires de la francophonie. Puisque les productions du Sud ne trouvent pas leur expression naturellement dans les pays du Nord francophones, à commencer par la France. Il y a quelques jours, j'ai participé à une réunion où il y avait entre autres des artistes, et pas des moindres du continent africain, qui sont par ailleurs des grands ambassadeurs de la culture africaine, et qui tous disaient on n'est pas présent dans les médias en Afrique, puisque c'est, en termes de musique, c'est plus du Beyoncé ou du Rihanna qu'on montre à la jeunesse africaine que les productions des artistes du Sud, et on n'est pas présent dans les médias ici. Donc je pense que vraiment une francophonie renouvelée pour moi, de mon point de vue, de ce que j'entends aussi au regard de ce qu'est la jeunesse africaine, ou la jeunesse en Haïti même, puisque les artistes créent les conditions de leur survie, sont des entrepreneurs, ils ont accès via Internet au monde, ils ont une conscience bien souvent alimentée par les artistes qui sont des leaders d'opinion. Et je pense que la langue, c'est le lien, mais qu'il faut vraiment qu'on dépasse cette question de la langue, parce qu'une grande part de la population qui va alimenter la francophonie de demain, elle se trouve sur nos propres territoires. Et il faut ce lien-là, et ça je rejoins ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment créer ce lien, et que ça doit faire partie des conditions, comme à une certaine époque, la francophonie, ça a été dit tout à l'heure, c'était soi-disant une condition d'adhésion, ce qui est la démocratie. C'est peut-être aussi une condition d'adhésion à un moment donné, de promouvoir ces productions culturelles et de les faire connaître, parce que c'est un bassin économique énorme, tous les pays ayant la francophonie en partage. Voilà. Merci.